Oui, oui. On va vous présenter donc aujourd'hui une série de 3 cas cliniques. Et en fait, pourquoi on les présente? C'est parce qu'on se rend compte que dans nos milieux africains, malgré la connaissance, la carence en équipement adéquat nous limite dans la prise en charge médicale de certaines pathologies qui sont peut-être fréquentes dans d'autres cieux et pour lesquelles la solution a déjà été trouvée. Et l'objectif de cette présentation nous permet de vous révéler les difficultés diagnostiques devant certaines capacités thoraciques qui, pour la plupart d'entre elles, sont précisées à partir de l'imagerie. Et donc, il est nécessaire d'avoir un équipement au niveau de nos établissements pour améliorer la prise en charge de nos patients. Voici le premier cas clinique. Il s'agissait d'un nouveau-né au 5e jour de vie de sexe masculin qui était transféré vers l'hôpital périphérique pour une meilleure prise en charge d'une détresse respiratoire, signalant que les antécédents de sa mère étaient peu contributifs. En ce qui le concernait, c'était un nouveau-né né à terme qui n'a pas crié à la naissance, qui a dû bénéficier des manœuvres de réanimation pendant près de 10 minutes. Son Apgar était déprimé. La qualité du liquide amniotique ne nous a pas été rapportée. C'est un nouveau-né qui, dans son histoire, a présenté une absence de cri à la naissance, comme on venait de le dire. Après les manœuvres de réanimation, il a présenté une détresse respiratoire 1 heure après. Et donc, il a dû être transféré dans un centre périphérique de la place. Et dans ce centre, il a dû bénéficier d'une céphalothorax de 2e génération et de pénicilline pendant 3 jours. Et la persistance de la détresse respiratoire dans son évolution a dû imposer une demande de radiographie du thorax qui, au départ, était normale. Il y a un OED également qui a été demandé, qui était normal. Et par contre, la détresse étant persistante, imposer les médecins à le transférer dans un autre sens en périphérie. Mais malheureusement, le transfert a été fait par véhicule non médicalisé, problème réel en Afrique, et donc il devait parcourir une distance d'à peu près 40 km. À l'arrivée, c'était un nouveau-né qui avait des paramètres anthropométriques dans les normes, mais il avait par contre un teint ictérique avec des conjonctives bulbaires subictériques. Il était tachycarde, il était en détresse respiratoire avec une polypnée à 68 cycles, avec les signes des luttes, et il désaturait à l'air libre entre 67 et 70%. On lui notait au niveau de son abdomen une hépatomégalie à 4 cm, sans reflux hépatojugulaire. Il faut compléter que son examen neurologique était perturbé dans les 3 axes. Et donc déjà à ce stade, l'hypothèse diagnostique qui avait été émise, simplement sur base d'éléments que nous avions, nous avons pensé à une infection, à un tableau d'ictère sur infection néonatale materno-fœtale, était-ce un sepsis ou une méningite? Donc la part de chose devait être faite par une ponction lombaire. Et on a pensé à un tableau d'asphyxie perpartale. Et donc, les bilans usuels réalisés dans nos milieux ne se résumaient qu'à ça. On avait un taux d'hémoglobine plutôt dans les normes, une formule de leucocytelle perturbée après dominance neutrophique. Nous avons une hyperbilirubinémie après dominance indirecte, et cela donc justifiait une phase probablement d'infection en première phase, et une CRP qui était élevée. Et par contre, il y a un bilan complémentaire qui a été fait d'imagerie, un second, qui nous montre donc cette image-là. L'image d'une opacité homogène au niveau du 2/3 supérieur du poumon droit, sans bronchogramme aérique. Et déjà à ce stade, nous avons pensé probablement à une détresse respiratoire à inhalation du liquide amniotique méconial compliqué d'atélectasie. Et nous avons maintenu notre hypothèse d'infection néonatale. Et donc, comme il est de coutume dans nos milieux, nous instaurons la triple association d'antibiotiques faite de céphalos de 3e génération, une aminoside, une pénicilline pendant 3 jours au départ, et il y a un contrôle qui se fait par rapport au bilan inflammatoire. Et le nouveau-né bénéficie d'une alimentation parentérale faite de glucosé 10% et d'électrolytes. Il avait bénéficié d'oxygène. Mais vu le manque d'équipement en termes de bronchoscope par rapport à l'âge, seule la kiné respiratoire était l'issue de secours. Mais malheureusement, faute de respirateur artificiel, faute de bronchoscopie d'exploration et d'aspiration, comme vous venez de le dire,
Le nouveau-né, au 2e jour de vie, a présenté une acidose métabolique qui avait été corrigée, mais malheureusement, au 4e jour d'hospitalisation, donc au 9e jour de vie, il a présenté une insuffisance respiratoire et le nouveau-né est décédé. Donc en fait, ça c'est cette présentation, qui est peut-être un cas connu dans d'autres milieux, est pour nous un cri d'alarme que certains nouveau-nés nous présentent pour demander de l'aide, pour les aider à vivre, parce que nous avons tous les moyens, nous avons la clinique, mais malheureusement, le bronchoscope qui manquait n'a pas permis à ce nouveau-né de pouvoir continuer son cycle de vie. Et donc, je passe la parole, si vous le permettez, à ma collaboratrice Lucia, qui va présenter les 2 autres cas cliniques qui vont suivre avec la permission du professeur Lemarié, de commencer le débat pour d'éventuelles questions. Merci. Merci. Donc, vous voulez présenter les 2 cas suivants? Oui, pourquoi pas. Allez-y. Le 2e cas clinique est également une discussion autour d'une opacité thoracique qui, au départ, donc, ne nous donne pas la possibilité d'avancer dans le diagnostic. Il s'agissait d'une patiente âgée de 12 ans qui était transférée d'un pays limitrophe pour suspicion de tuberculose multirésistante. Dans ses antécédents, on note qu'elle a été vaccinée au BCG, la cicatrice était présente, mais il n'y avait pas de notion de comptage tuberculeux. L'histoire de sa maladie remontait à 3 ans par une toux et un amaigrissement pour lesquels elle a reçu plusieurs antibiotiques non spécifiques, sans succès. Après une série d'analyses, elle a été mise sous traitement antituberculeux à 2 reprises, 2 séries. Et c'est à la fin de la 2e série, vu la persistance des symptômes et de la mauvaise évolution, sur demande des parents qui étaient donc congolais, elle a été transférée aux cliniques universitaires de Kinshasa pour une prise en charge. Dans le complément d'anamnèse, donc on note qu'il y avait une notion de toux sèche, d'un amaigrissement non chiffré, mais il n'y avait pas de fièvre. Son examen physique notait essentiellement une légère hypotrophie, des microadénopathies latéro-cervicales, un souffle systolique de 6e entendu dans tous les foyers. Au niveau du poumon, on notait essentiellement une matité avec un silence auscultatoire au poumon gauche. Il y avait une hépatomégalie à 2-3 cm. Donc l'hypothèse, donc un syndrome d'épanchement liquidien ou d'une atélectasie a été évoqué sur probablement une tumeur thoracique gauche ou bien une adénite d'origine tuberculeuse, un cancer bronchopulmonaire, un cancer bronchopulmonaire. Voilà les hypothèses qui étaient évoquées au départ. Donc le bilan d'orientation était sans particularité, le bilan inflammatoire était normal. L'examen du ZIP sur crachat induit était 3 fois rentré négatif. L'échographie, la première échographie cardiaque réalisée, a juste noté un obstacle dans l'écoulement de l'artère pulmonaire gauche et suspecté une atélectasie. La radiographie du thorax face réalisée a montré cette opacité homogène sans bronchogramme aérique prenant pratiquement tout le poumon gauche. Et on notait éventuellement une légère déviation de la trachée qu'on voyait juste à sa partie inférieure. Nous avions donc demandé un scanner pulmonaire pour mieux préciser ces lésions. Faute de moyens, la patiente a disparu. Et après 1 mois et demi, elle réapparaît et c'est ça une des difficultés de la prise en charge dans nos milieux parce que le bilan est totalement pris en charge par les patients. Elle réapparaît 1 mois et demi avec une persistance des symptômes et cette fois-ci avec une douleur thoracique. Elle était légèrement asthénique, des conjonctifs modérément colorés et l'examen cardio-pulmonaire restait le même. La saturation était bonne.
Et cette fois-là, l'hémogramme ont noté une anémie à 6 grammes. L'échographie cardiaque, les échographies ont été réalisées de façon systématique parce que comme c'est dans le service, donc nous le faisons gratuitement pour les patients. Donc cette fois-là, l'échographie avait mis en évidence une masse d'allure kystique médiastinale, mais là sans continuité avec l'aorte qui comprimait l'artère pulmonaire gauche et donc qui constituait un obstacle à l'écoulement de cette artère. D'où la réalisation du scanner pulmonaire devenait impérieuse et suite à la cotisation des médecins, on a pu réaliser donc ce scanner pulmonaire qui a donc permis, voilà là, cette image, de montrer une opacité kystique bilorbique au niveau du poumon gauche en continuité avec l'aorte. Ici, on a plusieurs coupes qui nous montrent donc toujours cette image à différents endroits qui devient monolobique en continuité. Et là, on voit très bien la continuité avec l'aorte. Il s'agissait donc bien d'un énorme anévrisme de l'aorte descendante avec atélectasie compressive du poumon gauche. Le traitement, donc, ça devait être une résection greffe par abord direct sous circulation extracorporelle ou bien par endoprothèse couverte, mais cela ne devait se réaliser qu'à l'étranger étant donné que sur place nous n'avons pas de circulation extracorporelle. Et donc pendant les démarches, en attendant, elle a été mise sous supplément de fer d'acide folique et elle devait donc, nous avons pris contact avec des collègues chirurgiens thoraciques qui exercent en France, qui avaient accepté de recevoir l'enfant pour une intervention gratuitement. Et donc, elle devait faire ces démarches pour obtenir le passeport. Et c'est au décours d'un repas qu'elle a présenté une douleur thoracique intense, suivie d'une hématémèse abondante. Elle était en route pour aller en ville pour avoir son passeport. Et elle a été acheminée dans un hôpital à proximité, mais elle est arrivée tardivement parce qu'à son arrivée, le décès était constaté. Elle avait donc présenté une hémorragie digestive haute, abondante probablement, qui avait une fistule aorto-œsophagienne. Là, donc, c'est sa photo, parce que c'est juste avant qu'elle n'aille faire son passeport pour dire qu'elle marchait, tout allait bien, juste avant son départ pour la ville et pour son décès. Nous passons donc, avec votre permission, au dernier cas clinique. Là, il s'agissait également d'une fillette, mais cette fois-là, âgée de 9 ans, qui avait consulté pour une fièvre au long cours. Elle est troisième d'une fratrie de 4 enfants, donc il n'y a pas d'antécédents particuliers parmi les familiaux. On note cependant qu'il y avait une notion de dyspnée sporadique survenant quelques mois auparavant. L'histoire remontait à 1 mois et demi. Elle avait présenté de la fièvre qui a été prise en charge avec des antipaludéens dans un hôpital périphérique, des antipyrétiques. Suite à la persistance de la fièvre, un bilan qui avait été réalisé donc, dans un hôpital en périphérie, elle a été mise sous antibiotiques. Mais sans succès, elle sera de nouveau transférée dans un autre centre de santé où un bilan a été réalisé. Il était tout à fait normal, hormis une bandelette urinaire qui était pathologique. Elle a été cette fois-là mise sous céphalosporine de 3e génération, mais à la fin du traitement, elle va de nouveau présenter de la fièvre. Une radiographie des poumons a été réalisée et a montré une opacité homogène sans bronchogramme aérique prenant le tiers moyen du poumon gauche. Une tuberculose sera suspectée et elle sera alors transférée aux cliniques universitaires pour meilleure prise en charge. On notait donc que c'était une fièvre sans horaire précis qui oscillait entre 38 et 39 degrés Celsius. Elle présentait une toux sèche. À son examen, les paramètres anthropométriques étaient bons pour l'âge. Elle était fébrile
Et on notait une diminution, essentiellement une diminution du murmure vésiculaire à son poumon gauche stigmatisé. Nous avions donc émis l'hypothèse d'une pneumonie bactérienne spécifique ou non spécifique ou une infection urinaire. Le bilan infectieux réalisé, le bilan inflammatoire, a noté essentiellement une vitesse de sédimentation accélérée à 76 mm à la première heure. Le bilan T, le bilan tuberculeux était négatif. Le GenExpert a été réalisé à 2 reprises et c'était négatif. L'examen cytobactériologique des urines avait noté la présence donc, de Escherichia coli, mais l'hémoculture était donc stérile. La radiographie des poumons a cette opacité homogène au niveau du tiers moyen du poumon gauche en para-hilaire. Nous avions maintenu nos hypothèses diagnostiques. Elle a été mise sous association augmentin-zitromate. Mais 2 semaines après le traitement, il y a eu persistance de la fièvre et à la radiographie, l'opacité thoracique était toujours présente et d'ailleurs était d'allure évolutive. Et c'est là que l'hypothèse d'une tumeur thoracique a été émise et un scanner pulmonaire a été demandé. Le scanner réalisé, là peut-être les images ne sont pas très claires, on en voyait là une opacité donc homogène, sans bronchogramme, là, qui prenait pratiquement tout le poumon et qui était en contact avec son île. Et donc le radiologue nous répond que c'est un pneumoblastome. Étant donné qu'on ne peut pas faire une résection à thorax ouvert à Kinshasa, et sur demande des parents, elle a été transférée en Afrique du Sud où elle a été prise en charge chirurgicalement. Son pneumoblastome a été réséqué. Elle a également bénéficié d'une radiothérapie. Elle s'y trouve encore, on est en communication, donc nous attendons son retour pour avoir la confirmation anatomopathologique de la masse qui a été réséquée. Voilà donc pour les 3 cas présentés, donc c'était au départ des opacités pulmonaires thoraciques qui pour chacune avaient un diagnostic tout à fait particulier. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces 3 belles présentations. Ben, écoutez, on va commencer la discussion. Je vois que y a Abidjan qui nous a rejoint. Abidjan, vous pouvez lever le bras que je sache. Oui, bravo. Et une dame en rouge, je ne sais pas de quel centre il s'agit. C'est Conakry. Ah, Conakry, d'accord, très bien. Bon, alors on va commencer la discussion pour le premier centre. Pour le premier cas clinique. Donc, il s'agissait d'une opacité pulmonaire qui avait l'allure d'une atélectasie du nouveau-né. Vous nous avez expliqué la difficulté que vous aviez dans la mesure où vous n'avez pas de bronchoscopie. Vous n'avez pas la possibilité de faire de bronchoscopie, si j'ai bien compris. Non, malheureusement. Mais, pardonnez-moi ma question, mais la bronchoscopie du petit enfant, ça n'est pas très compliqué. Sur le plan matériel, on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin d'un bronchoscope, ce qui est toujours utile pour les corps étrangers, par exemple. Comment faites-vous quand vous avez affaire à un corps étranger? Alors, effectivement, nous n'avions pas de bronchoscope à Kinshasa et pendant la période où nous avons reçu cet enfant. Actuellement, il y a un centre privé en ville qui a un bronchoscope et chez qui nous pouvons actuellement référer.
des patients qui ont des corps étrangers. Mais on est désolé de vous dire que pour tous les enfants qui avaient des corps étrangers, l'issue fatale était d'office, parce que nous n'avions pas de bronchoscope. Et même là, donc à l'université, nous n'en avons pas. Et pour ce centre privé, il faut que les malades aient des moyens parce que c'est payant. Oui. D'accord. C'est très onéreux. Ouais. Et donc là, il fallait une bronchoaspiration parce que c'était un bouchon méconial qui avait obstrué la bronche et qui avait donc conduit à cette atélectasie. D'accord. Alors, l'hypothèse, oui, enfin, le bouchon méconial, c'est votre hypothèse. Ça paraît effectivement le diagnostic le plus vraisemblable. Est-ce qu'il y a d'autres diagnostics qu'on pouvait envisager? C'est ça qu'on a dit. Oui, au départ, c'était une infection néonatale. C'était ce qui frappait à l'œil compte tenu du fait que la CPN était réalisée ailleurs. Cet Apgar bien que cet Apgar plaidait en faveur d'une souffrance, mais la clinique d'une détresse pouvait évoquer une infection néonatale. Donc c'était la première des hypothèses. C'était soit un sepsis, soit une méningite. La ponction lombaire qui avait été faite était sans particularité, donc on était plus vers la piste d'un sepsis. Et donc comme il est de coutume chez nous, il a bénéficié de l'association qu'on utilise. C'est une céphalosporine de 3e génération, une pénicilline et un aminoside. Et souvent, quand c'est simplement un tableau septique, déjà dans les 3 jours, on a une nette évolution. Mais l'enfant, déjà, plus on avançait en jour, plus la détresse persistait. Et donc, c'est pour ça qu'on était vraiment un peu, bien que le tableau septique peut justement accompagner le tableau d'inhalation du liquide, mais c'était un peu écarté. Donc, on se disait qu'il y avait autre chose qui était en dessous. Et donc, à part ça, c'est pour ça qu'on a maintenu ce tableau de bouchon méconial, d'autant plus que l'Apgar a été déprimée. Et avec la radiographie qu'on a eue par la suite, cela nous assurait que ça pouvait être cela. Oui, enfin moi je bénéficie de la radio puisque vous m'avez envoyé les diapositives, mais que je ne peux pas vous les projeter par contre. C'est vrai que c'est une atélectasie massive du lobe supérieur droit et c'est tout à fait compatible avec un bouchon méconial, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions dans d'autres centres? Est-ce que, moi je voudrais savoir si à Abidjan, à Conakry, à Ouaga, est-ce que vous avez possibilité de faire des bronchoscopies chez l'enfant? Qui veut bien répondre? Oui, allez-y. Oui, Abidjan, c'est possible de le faire. Et vous en faites régulièrement? S'il y a des indications, on en fait. Moi, je suis en pneumophysiologie, mais des fois, les gens de la radio vont aller faire des bronchoscopies chez les enfants, dans les services. D'accord. Ouaga, Oui, pour le moment, allez-y. on n'en fait pas. Oui. Alors, moi, ça me paraît quand même faire partie des équipements prioritaires parce que un bronchoscope, c'est quand même pas un matériel très cher. Je ne parle pas du fibroscope, mais du bronchoscope en tout cas. Et c'est quand même très utile pour les corps étrangers en particulier. Oui, Les arachides, tout à fait. les arachides, ça existe chez vous, je crois. Hein. Si, Beaucoup, les arachides, Ouais. beaucoup, les effectivement. grains d'haricots, tout ça. Les haricots, Ouais. oui aussi. Oui, Et les petits bonbons, C'est etc. Tous ces corps étrangers. Oui, effectivement. Alors, une fois tous les ans, maintenant, il y a des collègues qui viennent de l'étranger et qui viennent tenir un congrès à Kinshasa. Ceux-là, quand ils arrivent, ils apportent leur appareil et si par chance, pendant leur séjour, et ça c'est déjà arrivé, qu'un patient se présente avec un corps étranger ou une indication de bronchoscopie, alors là, ils peuvent en bénéficier et même d'une chirurgie thoracique. Mais effectivement, c'est Une fois l'an. Une fois l'an, enfin, c'est 2 semaines sur l'an. Hein. Bon, maintenant, avec le bronchoscope qu'on a en ville, c'est possible pour les personnes qui peuvent payer pour les frais.
tout en Oui. sachant que la population congolaise n'est pas assez nantie. C'est toute Oui. la grande difficulté Mhm. que nous avons. Bien sûr. Très bien. Est-ce qu'il y a une question concernant ce premier cas clinique? Personne n'a de questions? Eh bien, on va aborder le deuxième cas clinique alors. L'anévrisme de l'aorte. Alors ça, c'est un cas un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Moi, Oui, allez-y. D'accord, s'il vous plaît, je voulais savoir l'opacité qu'il y avait au poumon gauche là, pour le cas le deuxième cas clinique, là, est-ce que ça réalisait un sérum de parchemin liquidien gauche? Et si oui, est-ce qu'on a eu à pensionner pour voir? Merci. Non, parce que c'était une opacité pas basale, hein, c'était situé au tiers supérieur du poumon gauche. C'est vrai que c'était une opacité sans bronchogramme aérique, donc à tendance hydrique, mais c'était bien circonscrite. Donc en ce moment-là, on ne pouvait pas ponctionner et par la suite, on s'est même... on était content de n'avoir pas ponctionné parce qu'un anévrisme, si on avait ponctionné, peut-être qu'on aurait eu des complications en ce moment-là. Oui. Au fait, Compte c'est tenu de- l'échographie qui a un peu guidé. Vous n'avez sans doute pas bien vu l'image parce que c'était un petit peu flou sur l'écran. Moi qui ai l'image scanographique, je n'aurais pas mis d'aiguille non plus, hein. Je n'aurais pas osé parce que ça ressemblait quand même beaucoup à un anévrisme et qui était proche de la paroi, donc c'était quand même très dangereux de piquer dedans. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, c'est Nafi depuis Dakar. Oui, Oui, Nafi depuis Dakar, je voudrais poser une question. Allez-y, Nafi. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis par rapport à la connexion. Oui, on a eu quelques soucis par rapport à la connexion. J'avais une question par rapport au cas d'anévrisme de l'aorte. Est-ce que vous avez une étiologie de cet anévrisme de l'aorte chez l'enfant? Est-ce que c'était une cause infectieuse ou est-ce qu'il y avait une notion de malformation chez cet enfant qui pourrait expliquer cet anévrisme de l'aorte chez cet enfant? oui, c'est une bonne question. Oui, effectivement, c'était la discussion. Cet enfant, malheureusement, ne vivait pas à Kinshasa, il vivait dans un autre pays. Donc, nous avions des difficultés. Et il était accompagné par sa tante qui n'avait pas des informations sur des antécédents, sauf la note de transfert qui nous relatait tous les médicaments qu'elle avait reçus durant toute l'histoire de sa maladie. Donc, avant ça, à l'anamnèse, nous n'avions pas eu de notion d'une origine infectieuse. Nous pensons probablement que c'est malformatif, d'autant plus que l'histoire remonte quand même à 3 ans. Et probablement c'était un petit anévrisme qui par la suite a grossi et a évolué, mais on ne pouvait pas écarter totalement l'hypothèse d'une origine infectieuse. Mais le bilan inflammatoire, de toute façon, restait normal. Ok. En fait, je posais aussi cette question pour savoir est-ce que vous avez recherché cette notion de malformation dans la famille, dans la fratrie, parce que je pense que c'est quelquefois décrit cette notion d'anévrisme familial, et essayer de voir si dans la fratrie personne n'a eu le même tableau, ou bien que faire une recherche active de cas pareils dans la famille. Effectivement, à l'anamnèse, on n'avait pas relevé cette notion-là. Le seul parent qui était à Kinshasa avec l'enfant, c'était sa tante. D'ailleurs, elle a bénéficié d'une échographie cardiaque cardiovasculaire par la suite, mais on n'a pas pu avoir accès aux parents parce qu'après le décès, la tante a disparu également. Certainement qu'elle est rentrée en Angola, là où vit toute la famille. Merci. Oui. Oui. Oui, Ouagadougou est aussi en cette étiologie de l'anévrisme là. Nous, on est d'accord. Est-ce qu'au scanner, il y avait des adénopathies pédiatriques?
qui pourrait exprimer une pression à la aorte ou pas, que vous avez pu faire des biopsies ganglionnaires, parce qu'il y avait des ganglions cervicales qu'on pouvait accessiblement prendre. Voilà, est-ce que ça a été exploré? Bon, c'était des micro-adénopathies. Donc dans la discussion, on avait priorisé la prise en charge d'abord de l'anévrisme. Donc on n'a pas exploré les ganglions, d'autant plus qu'au niveau thoracique, le scanner n'avait pas noté d'adénopathie médiastinale. À part ces micro-adénopathies latéro-cervicales, on n'avait pas d'autres adénopathies ailleurs. Mais comme on l'a dit, cet enfant a aussi bénéficié de 2 séries de traitements antituberculeux auparavant. Mais je sais qu'il y a d'autres raisons, d'autres causes d'adénopathie. Mais on ne pouvait pas parler de polyadénopathie parce qu'on n'avait que une seule aire ganglionnaire qui était pourvue de ces ganglions. Allô? Oui, mon micro était coupé. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Moi, j'en aurais une peut-être. C'est vrai que... Oui, c'est vrai que vous avez dit que vous n'aviez pas la possibilité, vous n'aviez pas de circulation extracorporelle et que par conséquent, vous ne pouviez pas l'opérer. Compte tenu de l'importance de l'anévrisme et de son ancienneté, je ne suis pas chirurgien thoracique, je ne suis pas pneumopédiatre, mais je crains quand même que cela aurait posé à n'importe quel chirurgien, y compris le chirurgien le plus expérimenté dans ce domaine. Vous ne croyez pas? Plus expérimenté dans ce domaine. Vous ne croyez pas? Si, c'est comme ça que même lorsque nous avions transféré le cas, nous avions discuté avec les collègues chirurgiens thoraciques qui exercent en France. Effectivement, ils nous avaient déjà dit que cela allait être assez délicat. C'est comme ça qu'ils proposaient plutôt aborder par l'endoprothèse, par la pose de l'endoprothèse, qui allait moins faire saigner qu'une résection greffe. Et l'équipe s'était déjà concertée avec des collègues d'autres centres périphériques qui faisaient de la chirurgie thoracique. Ils allaient tous se joindre pour pouvoir réaliser cette intervention. Pour eux également, voir un anévrisme si important chez un enfant, c'était quelque chose d'assez inhabituel, donc ils étaient également très emballés par rapport au cas. Malheureusement, bon, chez nous, les démarches administratives, c'est assez long et c'était coûteux parce que les parents n'étant pas là, comme d'habitude, c'est le corps médical, l'hôpital, qui doit s'impliquer, se cotiser pour pouvoir trouver des moyens. Et voilà, malheureusement, elle est décédée avant que tout cela n'aboutisse. Enfin, vous dites qu'ils avaient envisagé de mettre une endoprothèse, donc monter certainement une prothèse par voie ascendante. Et c'est quelque chose que je ne connais pas, mais on arrive à poser des endoprothèses sur une aorte descendante comme ça. C'est quand même, ce sont des prothèses qui doivent être longues et ça ne va pas être évident à poser. Hein. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas envisagé une chirurgie d'emblée. Effectivement, on n'est pas chirurgien thoracique, mais on se disait certainement que ça n'allait pas être du tout facile. Mais bon, on avait confiance à leur équipe, d'autant plus que c'était, je crois, 2 ou 3 équipes qui allaient travailler ensemble. Voilà. Oui, 2 ou 3 équipes, ça montre bien que ce n'était pas un cas facile. Et une dernière question. Les équipes de chirurgiens que vous avez contactées, ce sont certainement des équipes expérimentées dans ce domaine. Ils vous ont pas demandé de... Ça rejoint une question qui a été posée tout à l'heure par... je crois que c'est Nafi qui a posé cette question. Ils vous ont pas demandé de complément de bilan pour savoir s'il n'y avait pas d'autres malformations vasculaires ailleurs. Enfin, en gros, pour savoir si ils prenaient un risque dans le cadre d'une maladie plus générale, une maladie
de la conjonctive vasculaire ou autre. Oui, mais comme ce sont à la base, l'équipe contactée en premier, ce sont des chirurgiens d'origine congolaise, parmi ceux qui viennent chaque année tenir un congrès d'échange avec les médecins ici localement. Donc, ils connaissent les limites de nos possibilités. Et effectivement, ils avaient une série, pas seulement ça, ils avaient une série d'examens à réaliser chez la petite avant l'intervention chirurgicale là-bas. Parce qu'ils savaient de toute façon qu'on n'allait pas pouvoir réaliser. Les moyens allaient se focaliser sur le transfert de cet enfant. Ok, je comprends. Une autre question pour ce deuxième cas clinique? Très bien. Ben, écoutez, on va passer au troisième cas alors. Donc le troisième cas qui était cette histoire de pneumoblastome. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Alors, moi j'en aurais une. Vous avez conclu un pneumoblastome et vous n'avez pas la NAPAT pour l'instant. Non, c'était une suspicion sur base des images radiologiques. C'est le radiologue qui a proposé ce diagnostic-là. Vu l'évolution, vu l'aspect scanographique, mais nous attendons à ce jour le résultat anatomopathologique. La patiente devra rentrer de l'Afrique du Sud en janvier. C'est en ce moment-là que nous aurons un rapport détaillé sur la NAPAT et la suite de la prise en charge. Tout ce que nous savons, c'est que là, la masse a été réséquée. Elle est en train de suivre des séances de radiothérapie et probablement de chimiothérapie. Mais on sait que c'est une tumeur qui est quand même assez rare chez l'enfant. Elle évolue depuis à peu près 1 année et demie. Vu son caractère, parce que si c'était quand même un carcinome malin, qui est très rare chez l'enfant, qui est plus fréquent chez les adultes et qui évolue rapidement, certainement qu'on n'aurait pas une tumeur qui traînerait depuis 1 année et demie. C'est comme ça que nous avons été dans le même sens que le diagnostic du radiologue. Ok. Ouaga a une question. Oui, allez-y. Nous, on se demandait, est-ce que ce n'était pas possible de faire un petit transthoracique avant de référer le patient? Faire quoi? S'il vous plaît, nous n'avons pas bien entendu. Il y a eu un petit couac technique. Est-il possible de faire un petit transthoracique? Nous n'entendons toujours pas bien, excusez-nous. Vous dites une... Est-ce que vous avez une biopsie transthoracique? Non. Une biopsie transthoracique, c'est faisable à Kinshasa? Non, ce n'est pas faisable à Kinshasa, non. Effectivement, une bonne question parce que autant tout à l'heure, nous étions tous d'accord pour dire que mettre une aiguille, c'était extrêmement dangereux. Il fallait surtout certainement pas le faire. Là, moi, j'ai les images sous les yeux. C'est proche de la paroi. J'avoue que j'aurais mis une aiguille, effectivement. Simplement une aiguille, hein, pas plus. Peut-être. Alors, évidemment, un pneumoblastome, le risque, c'est quand même assez hémorragique. Donc, c'est pas sans risque. Mais proche de la paroi, c'était peut-être possible. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Une autre question? Nafi à Dakar, avez-vous une question? C'est bon. On discutait du cas. C'est bon. Vous dites, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez mis une aiguille, vous, à Dakar? Oui, probablement. Scanner guidé ou éco-guidé.
Allô? Oui, oui, on a entendu, Nafi. Les ponctions transthoraciques, c'est tout de même un examen assez simple. Effectivement, avec une ponction éco-guidée, c'est quand même un examen simple. Alors évidemment, le seul problème, c'est d'avoir un cytologiste sur place, enfin un anatomopathologiste, cytologiste, qui puisse examiner les lames. C'est-à-dire qu'il faut, en pratique, nous, c'est comme ça que nous faisons, il vient sur place avec son microscope pour nous dire déjà sur place, il suffit de faire une simple ponction à l'aiguille, tout simplement, de laisser monter dans l'aiguille, après repérage échographique, et sur place, il peut nous dire oui, il y a du matériel ou il n'y en a pas, repiqué, parce que, etc. Donc c'est assez simple. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir un cytologiste ou un cytoanatomopathologiste qui accepte de se déplacer avec son microscope, parce que sinon, le risque, c'est d'avoir une ponction négative et d'être obligé de la refaire et que ce soit encore négatif. Est-ce qu'à Dakar, vous avez la possibilité de faire un extemporané sur place? Non pas le diagnostic, mais au moins dire il y a du matériel. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir un cytoanopathe sur place, mais je pense que maintenant que vous le dites, il faudra peut-être qu'on discute avec les pathologistes pour voir ces possibilités. Ce qui est fait, c'est l'anapathe extemporanée pendant père chirurgical. Donc si c'est possible en père chirurgical, on doit pouvoir nous aider par rapport aux biopsies transthoraciques, scano ou éco-guidées. Donc je pense qu'il faudra peut-être qu'on mette ça un peu en place. Ça nous permettra, parce qu'il y a une petite cohorte de biopsies transthoraciques, scano ou éco-guidées, et un assez fort pourcentage, de l'ordre de 30% ou un peu plus, de prélèvements qui ne sont pas contributifs. Voilà. Donc il faudra peut-être qu'on discute avec les anapathes pour ça. C'est simplement pour être sûr que vous avez du matériel, c'est ça. Il y a des cellules où il n'y en a pas. Où il n'y en a pas, et puis après, bon, il part avec ses prélèvements, il refait des lames, il colore, il regarde ça de plus près, Ouais. mais c'est surtout pour s'assurer qu'il y a du matériel et pas simplement des globules rouges. Oui, mais on ne fait pas encore l'extemporané, mais je pense qu'on doit pouvoir discuter avec eux pour ça. Ouais, Merci pour la suggestion, hein, ça nous permettra d'éviter certains faux négatifs, quoi. Oui, parce que 30% de faux négatifs, c'est l'habitude, hein. C'est à peu près ce que l'on a dans des ponctions dites courantes. Alors quand c'est un petit nodule ou quelque chose de plus difficile à piquer, là, c'est plus près de 80% que de 30%. Hein. C'est sûr. Absolument. Une Absolument. autre question ou un commentaire? Conakry, avez-vous une question? Pas de questions? Si. Non? Qui n'est pas intervenu à Abidjan? Avez-vous une question? Non, j'ai pas de question. C'est bon. Bon. Est-ce que, Kinshasa, est-ce que vous voulez faire un commentaire de plus? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Un problème qui vous Oui, plus général oui, peut-être? Voilà, c'est juste pour dire que la prévalence des infections pulmonaires dans notre milieu chez l'enfant est assez élevée. Nous avons beaucoup de cas de tuberculose également et d'infections non spécifiques. Donc nous rencontrons beaucoup de cas d'opacité thoracique. Et alors en général, la première hypothèse qui nous arrive, c'est une origine infectieuse. Donc quand il ne s'agit pas d'une atteinte infectieuse, comme là c'était d'autres origines, donc pour nous c'est toujours une grande discussion, et ce qui nous limite vraiment c'est la paraclinique, parce qu'en général les malades qui arrivent sont démunis. Déjà que c'est difficile pour eux d'accéder à d'autres examens qu'une radiographie simple des poumons, mais également les autres techniques, vous avez senti ici dans la discussion qu'il y a pas mal de choses que nous ne savons pas faire. Donc au fait,
le fait de présenter ces cas, pour nous, c'était non seulement pour échanger, discuter autour des cas, mais également voir si nous ne pouvons pas atteindre d'autres techniques que nous n'avons pas, dont l'accès chez nous est encore difficile, pour pouvoir les adopter dans notre milieu et faire un peu plus que ce que nous faisons actuellement. Voilà, nous vous remercions, Grâce et moi, pour toute la participation et nous pensons que ces cas, en tout cas pour nous, ça a été enrichissant et nous pensons que pour vous aussi, cela l'a été. Merci. Est-ce que je pourrais faire un commentaire? Oui. D'abord, merci à Kinshasa pour ça. Vous avez montré beaucoup de courage, je crois, parce que admettre et voir son incapacité à réagir, c'est pas évident. C'est très difficile. Et donc, je pense qu'on doit vous féliciter. Mais mon commentaire est celui-ci. Est-ce qu'il y a des possibilités d'organiser des échanges entre, par exemple, Kinshasa et puis le CHU de Dakar ou ailleurs, peu importe où, afin justement qu'il y ait des mouvements de médecins entre les CHU et de sorte que chacun puisse apprendre de l'autre comme ça. Est-ce que ça serait possible d'organiser ça? Oui, c'est possible. Et à ce moment, est-ce que vous avez déjà essayé d'amorcer ces démarches-là avec d'autres CHU, par exemple celui de Dakar ou celui de Ouaga ou celui de Conakry, dépendamment de ce que vous voulez, de ce que vous auriez besoin d'apprendre? Est-ce que vous avez déjà amorcé ça? L'idée, il y a, mais effectivement, non, on n'a pas encore amorcé cela. Mais il faut dire qu'il y a un problème qui peut-être est la base. Les échanges, il y a, la volonté, il y a, mais après, il faut se le dire, ces personnes il faudrait quand même, pour la plupart, c'est sur leur propre fonds. Et donc, les institutions y pensent déjà, mais après, ce qui peut sécuriser, c'est peut-être un système de bourse à envisager sur lequel on peut réfléchir pour que toutes les parties soient assez, se retrouvent. C'est en fait ça le gros problème. Les personnes veulent apprendre. Il y a les échanges entre les universités peuvent se faire. Mais après, on se demandera qui va prendre en charge ce côté financier, ces personnes qui auront le logement pour ces personnes. En fait, en somme, la bourse pour ces personnes qui ont plein de volonté, qui aimeraient apprendre, se rééquiper. C'est ça, en fait, le gros du morceau, en fait. Est-ce que, par exemple, au niveau, je pense par exemple à la SAPLF, la Société africaine de pneumologie de langue française, pourrait pas vous supporter, parce que je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de sous non plus, mais vous orienter vers des organismes afin de trouver de l'argent? Oui, on peut essayer dans ce sens, oui. Ben, je pense que ça vaudrait peut-être la peine. Peut-être que Nafi, tu pourrais avoir des indications, des indices. Je sais que tu es pas mal débrouillarde et puis tu fonctionnes à 500 à l'heure. Oui, je vais peut-être me renseigner, mais on a autant de difficultés que Kinshasa par rapport à ces échanges. Les petites pistes qu'on peut avoir, c'est passer par l'OAS. Je pense que Kinshasa connaît bien OAS. Il y a quelquefois des possibilités de bourses d'échange, mais on sait que c'est très difficile à obtenir parce que pour les avoir, ça passe d'abord par le ministère. Ensuite, il faut qu'on sache quels sont les rouages, etc. pour y accéder. Et c'est des bourses, un nombre de bourses assez limité parce que c'est des renseignements que nous sommes, en train d'essayer de rechercher pour les échanges interpays africains. On a les mêmes difficultés que Kinshasa. Mais on peut toujours continuer à se renseigner parce qu'on est vraiment là-dessus. Parce que pour nous, c'est vraiment des choses qui peuvent être intéressantes.
en dehors du fait que ce soit des échanges en pays francophones, mais pour nous c'est quand même aussi important d'aller voir aussi dans les pays anglophones africains qui ont peut-être une autre façon de faire, une autre façon d'exercer et qui nous permettra d'augmenter l'expérience qu'on a, le peu d'expérience qu'on a par rapport à la prise en charge des patients. Mais on a les mêmes difficultés que Kinshasa. On n'est pas forcément mieux logé. Oui, je rebondis un petit peu sur la question d'Yves parce que effectivement elle est importante. Vous parlez d'échanges en vue de formation. Ceci dit, là aujourd'hui on s'adressait à une discipline relativement limitée, les dossiers de pneumopédiatrie. Certes, la pneumopédiatrie c'est une discipline importante, mais c'est un champ, disons, un peu plus limité que l'ensemble de la pneumologie. J'ai l'impression que si, au niveau de la pneumopédiatrie, si vous aviez des échanges peut-être un peu plus structurés avec Dakar, avec Abidjan, avec Ouaga, avec d'autres centres, ça permettrait à des centres qui n'ont pas beaucoup l'habitude de la pneumopédiatrie de voir des dossiers de pneumopédiatrie, d'une part, donc c'est formateur, type même des dossiers d'aujourd'hui, ce sont des dossiers intéressants et formateurs, et d'autre part, des conférences comme aujourd'hui, ça ne coûte rien, si ce n'est que ça vous mobilise une partie de l'après-midi, ça vous oblige à aller dans un centre, un CNF ou autre. Mais sinon, ça ne coûte rien sur le plan... ça ne coûte rien. Donc, ce serait peut-être la première étape avant d'essayer de structurer un peu mieux les choses. Et il est clair que quand on fait des échanges, c'est là qu'on apprend que, ah ben oui, moi, peut-être que j'aurais fait ci, peut-être que j'aurais fait ça, je connais un chirurgien, etc., etc. C'est ça l'avantage. Vous ne pensez pas? Si. Bon, à Ouaga ici, on a une expérience un peu entre nous. Voilà, par exemple, au CHU, les différents services ont un groupe WhatsApp. Voilà, donc c'est vraiment un logiciel qu'on utilise beaucoup parce qu'à travers ça, on arrive à s'envoyer des photos et chacun peut donner son avis. On échange beaucoup là-dessus. On pourrait peut-être essayer quelque chose de... Oui, je trouve ça intéressant. WhatsApp, c'est quelque chose qui est très répandu. Mais vous, ces échanges, vous les faites avec qui? Avec quel centre? C'est plus disciplinaire, les différents services. C'est surtout entre les deux. Étant donné qu'on est étudiant, on échange beaucoup là-dessus. J'ai pas compris, entre quel centre? Parce qu'il y a un bruit qui... Les médecins en spécialisation. Oui. Notamment la pneumo qui échange avec la cardiologie, et la néphrologie et les autres services. D'accord. Et ça, c'est à l'intérieur de Ouaga, simplement. Oui. D'accord. Non, mais c'est intéressant. J'imaginais pas qu'on pouvait faire des échanges comme ça par WhatsApp, mais c'est tellement simple. C'est la première étape, effectivement. Oui, les gens le font assez souvent. Hein. Il y a un petit groupe aussi ici, enfin pas forcément à Dakar, mais avec par exemple les étudiants qui ont fini leur formation à Dakar, du Maroc, d'autres pays. Si on a des cas pour lesquels on peut avoir des avis, on utilise également WhatsApp pour échanger. D'accord, c'est très intéressant. Mais peut-être qu'une façon de fonctionner serait que chacun des centres, là par exemple, voyez-vous, aujourd'hui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en avait 6 tantôt parce que je pense qu'il y en a un de parti. Chacun des centres pourrait avoir son représentant, puis d'abord et avant tout, se mettre chacun en contact, après ça, trouver une façon de structurer ça pour faire des rencontres mensuelles ou des rencontres bimensuelles, ça dépend. Commencer petit, puis tranquillement, je pense que l'idée va se développer, puis va se structurer, va s'ancrer, puis après ça, la machine va être partie. Oui, effectivement, nous pensons que c'est une des solutions et ces échanges iraient même vers la discussion des cas à tour de rôle.
mais également nous voulions suggérer, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire également des formations en ligne, comme on fait le DU par exemple. On peut faire un DU en ligne, bon, pour la partie pratique, on trouverait peut-être un pays en Afrique ou je sais pas ailleurs pour la partie pratique, mais au moins pour la partie théorique, le faire aussi en ligne, parce que bon, tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller là où ça se passe. Donc, s'il y a ces échanges déjà par WhatsApp ou par un autre moyen autour des cas, et s'il y a des formations en ligne, ça pourrait beaucoup aider. Ce que je peux, oui, là vous abordez un autre problème. On parlait des échanges à propos de cas cliniques. C'est vrai que il faudra développer, et là je pense qu'on peut avoir de l'argent de différents organismes ou différents prestataires pour des formations qui rentrent plus dans la formation habituelle du pneumologue ou du pneumopédiatre. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, j'ai rencontré le professeur Jalal Aswad, qui a fait une conférence il n'y a pas longtemps, que vous avez entendu, et à la suite de sa conférence, j'ai discuté avec lui, et lui est responsable de de tout ce qui est numérique au sein de la Société de chirurgie thoracique et cardiovasculaire en France. Et il me disait, mais pour former un chirurgien thoracique aujourd'hui, c'est indispensable. Un, pour former les internes en cours de formation, et deux, pour la formation permanente, la formation continue des chirurgiens qui sont sur place. Et donc, c'est certainement l'avenir, c'est de monter des modules, et il y en a déjà qui sont créés, des modules de chirurgie pour permettre cette formation à distance. Et il est clair qu'au niveau de la pneumologie, il faut que nous fassions la même chose. C'est tout à fait possible. Alors, et là-dessus, on peut rajouter un autre aspect qui est, ce ne sont pas simplement des modules que l'on suit de façon linéaire, une suite de diapositives commentées ou pas. Ce sont des cas cliniques interactifs et en 3 dimensions. Donc c'est vraiment, vous êtes au cœur du problème, vous avez le patient devant vous, le petit enfant devant vous, et vous discutez, quel est votre diagnostic, non, c'est pas ci, c'est pas ça, etc. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un mode d'enseignement d'avenir, très clairement. Voilà. Est-ce que Oui, il y a encore des questions? Oui. Oui. Je crois que c'est ça l'avenir, mais ça demande du travail hein, pour faire ces modules, c'est quand même extrêmement compliqué. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Ben écoutez, s'il n'y en a pas, il reste à remercier beaucoup l'équipe de Kinshasa parce qu'ils nous ont présenté 3 observations très intéressantes. Merci à Grace, merci à Lukia. C'est bien Lukia votre prénom, hein, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Hein. Ça. Lukia Ketty, on est ravis de vous voir toutes les deux. La pneumopédiatrie de Kinshasa se porte bien, manifestement. Alors, il me reste à vous annoncer, enfin, vous rappeler les prochaines visioconférences. J'ouvre mon programme. Donc, nous sommes le 30 novembre, cas clinique depuis Kinshasa. Nous aurons le jeudi 7 décembre, même heure, un exposé par nos amis tunisiens, Madame le professeur Sonia Mahalej, qui est c'est une pneumologue spécialisée en réhabilitation respiratoire, et le professeur Ali Benkeder. Donc ils nous feront un exposé sur BPCO et réhabilitation. Donc si vous avez dans vos équipes des gens qui sont intéressés par la réhabilitation, c'est le moment de leur rappeler cela. Je vous mettrai un mail pour vous le rappeler, bien sûr. Et le jeudi 21 décembre, ce sera le professeur Dominique Massier de Québec qui nous fera un exposé sur les groupes d'entraide. Yves, tu confirmes que c'est bien? Oui, oui, je confirme. Je vais parler avec Dominique, et c'est Massy, c'est pas Massier,
C'est Massy. Ah, c'est Massy, pardon. Massy. Très Donc, bien. je vais parler avec Dominique, je vais l'appeler et puis je vais voir où ça en est dans ses préparations, mais je suis convaincu qu'elle va être prête. Tu sais, les noms qui se terminent par un E, on a l'habitude d'oublier l'accent. C'est bien que moi, j'ai l'habitude de mettre systématiquement un accent. Effectivement, effectivement. Alors, également, pour ce qui concerne le mois de janvier, il faut déjà y penser. Avec Yves, on avait prévu dans le programme jeudi 11 janvier, jeudi 25 janvier, jeudi 8 février et jeudi 8 mars. Or, pour janvier... Étienne, oui. quand tu parles, là, les dates que tu viens de donner sont des dates pour le mercredi. Tu t'es trompé. C'est jeudi le... Ah non, je m'excuse. Je m'excuse, on va être en 2018. Je m'excuse. Oui. Tu as raison. C'est moi. C'est moi qui s'est trompé. Je m'excuse. Alors, donc le jeudi 11, jeudi 25 janvier et jeudi 8 février, qui sont des créneaux que l'on a programmés. Pour l'instant, il n'y a... ce programme est vide. Professeur Lemarié? Oui, Nafi. Pour janvier, on peut se proposer pour des cas cliniques. Ou bien il faut... Oui, très bien. Qu'est-ce que vous préférez, le jeudi 11 janvier ou le jeudi 25? Je pense que le 25, ce sera un peu trop proche du voyage pour la SPLF, peut-être le 11 janvier. Le 11 janvier. Ok, alors je mets cas clinique, je marque tout de suite cas clinique Dakar. Ben c'est parfait. Ok. Est-ce que je peux faire une suggestion? Professeur? Oui. En suivi de ce qu'on vient de dire au sujet du besoin peut-être de structurer des échanges, etc., pourquoi est-ce que chaque endroit, Dakar, Ouaga, Kinshasa, etc., vous ne prépareriez pas une conférence pour faire une espèce de constat de situation? Où vous en êtes globalement? Quels seraient vos besoins? Qu'est-ce que vous pouvez offrir? Qu'est-ce que vous avez besoin? Etc. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être instructif pour éventuellement des échanges bilatéraux entre les différents pays qui participent à nos visios? Moi, ça me paraît être une bonne idée, ce serait un exposé sur les besoins en pneumologie. Hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que, je pense, une suggestion, Ouaga, est-ce que vous ne voudriez pas vous atteler à ce travail, par exemple? Je pense que Ouaga va s'atteler à cela. Et l'équipe va préparer en tout cas une intervention sur les lieux de pneumologie au Burkina, avec tout ce qu'il y a comme difficulté, tout ce qu'il y a comme point fort et point faible. Voilà. Je crois que pour être concret, merci de Ouaga d'accepter cela. Je crois que pour être concret, il faudrait que vous décriviez un petit peu la situation de Ouaga. Et puis ensuite, dans la discussion, on dit bah, Dakar, c'est pas tout à fait la même chose, on a ceci, mais on n'a pas cela. Décrire un petit peu la situation de la pneumologie à Ouaga, ça me paraîtrait intéressant.